Hello tout le monde. Nous sommes sur scène, nous allons bientôt démarrer le webinaire. Déjà, premier point, est-ce que tout le monde pourrait nous dire bonjour, nous dire s'ils nous entendent bien, surtout Nicolas, qui va être quand même celui qui va le plus parler. Est-ce que vous nous entendez? Et si vous pouviez nous dire un petit peu qui vous êtes et quelles sont vos attentes pour ce webinaire, ça va aussi nous permettre, surtout Nicolas encore une fois, d'adapter peut-être son discours ou de prévoir plus de temps pour les questions, etc. Et puisque c'est toujours sympa de faire connaissance aussi. Oui. Hein. Ok, bon, en tout cas, ils nous entendent bien, ils nous voient bien, ça c'est un bon point. Donc, Michel Ballin est manager de transition depuis 6 ans et directeur des opérations de maintenance. Super, bienvenue. En attendant que tout le monde se présente, moi je vais présenter rapidement Embarque parce qu'on est l'organisateur de l'événement. Le but, c'est absolument pas de vous faire un cours magistral sur ce qu'on fait et qui on est, simplement vous donner une petite idée de ce qu'on fait. Donc nous, Embarque, on est une société de portage salarial, c'est-à-dire qu'on va vous embaucher en tant que salarié de notre entreprise et dès lors, on va facturer à votre place votre client ou vos clients tous les mois et on va vous reverser vos honoraires sous forme de salaire avec des fiches de paie dans le cadre d'un contrat de travail en CDI ou en CDD de portage salarial. Donc voilà, ça vous permet d'être à la fois indépendant, de choisir vos clients, de fixer vos tarifs, mais aussi d'avoir la sécurité du salariat, notamment au niveau de la sécurité sociale. Si vous êtes malade, vous allez pouvoir toucher les allocations de la sécurité sociale pendant vos arrêts maladie. Si vous avez une intermission, vous allez pouvoir toucher le chômage. Et après, ça vous permet aussi de cotiser à la retraite au régime général. Donc, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour les freelances. Et je n'irai pas plus loin. Ce n'est pas censé être une page de pub. Donc, il y a aussi Gabriel qui travaille depuis 3 ans. Alors, ça a sauté. Dans la gestion du changement, Ah, manager de génial. transition. On a Corinne qui est manager de transition RH depuis 3 ans. Jean-Christophe qui effectue sa première mission. D'accord, et Michel Besson qui est manager de transition dans directeur des systèmes d'information. Il a déjà fait 2 missions, il en cherche une troisième. Donc, il y a des débutants, il y a des moins débutants en management de transition. Génial. Je vois, on parle de gestion du changement. Ça, c'est très bien. C'est très bien aussi. Parfait. En tout cas, moi, je suis ravi d'être là. Ce que je te propose, on attend peut-être encore 1 minute et puis on va démarrer le webinaire. Ça te convient? Ah, c'est moi qui anime? Oui, avec Oui. plaisir. Alors, bonjour, je travaille surtout en gestion de projet avec du management transverse, le temps du projet. Okay. Super. Bon, bah, il y a des profils assez variés, c'est cool. Écoute, Nicolas, je te laisse y aller. Dernière précision, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, comme ça on pourra les reprendre à la fin. Nicolas pourra y répondre à la fin, et même si jamais c'est des questions un peu compliquées, dites-moi que vous voulez les poser à haute voix, je vous inviterai sur scène et vous pourrez échanger avec Nicolas de vive voix à la fin du webinaire. Je dis plus rien, je te Cool. laisse y aller. Parce que je crois que moi, quand je vais partager mon écran, ce que je vais faire tout de suite, après, je ne vous vois plus. Donc, je vais lancer ça tout de suite. Hop. Alors, tu me confirmeras bien que tu as visu sur ma présentation. Alors là, avec le décalage, je ne l'ai pas encore, mais oui, je pense que ça va arriver. Oui, c'est bon. Super. Bah écoute, je vais attaquer dans ces cas-là. Je vais juste rapidement me présenter. Moi, je suis fondateur de Mon Business Coach, société qui, dans les grandes lignes, aide les entrepreneurs à atteindre
et dépasser leurs objectifs entrepreneurs et bien sûr organisation. L'expérience terrain avant, j'étais un simple vendeur il y a très longtemps de ça, jusqu'à la direction de réseau d'entrepreneurs indépendants. Et j'ai monté mon business coach aujourd'hui où je travaille avec essentiellement des startups, des réseaux de marques et des indépendants. La société, elle est toute fraîche, 4 ans. 64 entreprises accompagnées, 288 professionnels accompagnés hors programme en ligne, puisqu'il y a aussi pas mal de solutions en ligne qui ont été développées sur ces 4-6 ans, parce que là c'est 4 ans dans cette formule actuelle. Et puis également un pan de mon activité sur une société en association de compétences qui s'appelle Développe ta boîte à ton image. Bon, voilà, c'est parler de moi, on n'est pas là pour ça. L'idée, c'est de regarder un peu le plan de l'intervention qui se veut d'être relativement simple. Ok, on va traiter pas mal de fondamentaux là aujourd'hui. Donc, on va parler des ambitions de cette intervention, définition, enjeu et écosystème. Avant le démarrage de la mission, qu'est-ce qu'on peut faire également par rapport à cette notion d'asseoir sa légitimité et le démarrage de la mission, puis finira juste par j'ai appelé ça inspiration, mais c'est plutôt un bouquin en fait qui est grosso modo dans l'air du temps, qui peut être assez intéressant en fait pour installer des modes efficaces qui vont appuyer aussi votre légitimité. Donc, ambition de cette intervention, ben, c'est très simple, hein. On va traiter les fondamentaux qui font tant défaut aux managers de transition au moment où il faut asseoir sa légitimité. Donc, finalement, l'objectif ici, c'est d'ajuster notre ou ton ou votre propre onboarding. Donc, au niveau de la définition, je ne vais pas aller chercher très loin, hein, la définition sur Wikipédia. Je ne vais pas vous la lire, je vais rester réellement finalement sur les enjeux en fait, hein. Ce que ça permet de faire, c'est de recevoir le consentement des membres d'un groupe. Donc vraiment l'adhésion, se faire accepter, je crois que c'est l'enjeu principal ici, d'être perçu comme légitime. Et c'est vrai que quand on arrive dans une société, avant ou pendant, on a toujours un certain nombre de questions en fait qui peut arriver des collaborateurs, hein, d'où il vient. Enfin, généralement, on n'aime pas le changement. Je voyais qu'il y avait des professionnels du changement dans le groupe, et c'est un métier si important aujourd'hui. Euh, est-ce que la personne va rester longtemps? On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va récupérer. En tout cas, voilà, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a il y a des attentes également. Et puis parfois, il y a aussi des attentes qui peuvent être fantasmées. Ok, c'est-à-dire que vous arrivez sur le terrain avec certains acteurs, peu importe leur niveau dans la hiérarchie, mais parfois même des confrères, des consorts du comité de direction, en fait, qui vont attendre votre arrivée pour justement euh, ressortir des vieux dossiers, se positionner aussi en interne et donc cristalliser un certain nombre d'attentes en fait et associer en fait la perception de qui vous êtes et votre légitimité à la réactivité que vous pouvez avoir à ça. Et ça, c'est humain hein, de la part des collègues qui ne vous connaissent pas encore, mais c'est intéressant de comprendre en fait déjà cet écosystème parce que on sait que quand on discute avec les équipes avant l'arrivée d'un manager, bien, il y a toujours un certain nombre de questions, que c'est toujours sensiblement les mêmes, ou d'interrogation ou d'appréhension. Et je crois que tout ça, c'est tout à fait humain. Mais entre le mythe, le fantasme et tout ce qui peut tourner autour avant d'arriver, c'est toujours intéressant de pouvoir déjà éclaircir un peu le champ. Donc finalement, pour les besoins pour asseoir sa légitimité vont reposer autour de 3 compétences premières, hein. La compréhension de votre environnement, compréhension des relations avec l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise et compréhension du contexte, qui est quand même la clé de voûte ici. Et sur cette première phase, c'est-à-dire vous n'avez pas encore rencontré vos équipes, finalement, la légitimité, elle va se baser sur la légitimité perçue, va se baser sur ce qu'ils peuvent voir de l'extérieur, c'est-à-dire les diplômes, l'expérience, la compétence perçue. Probablement aussi quelque chose qui est souvent pas assez travaillé chez une grande majorité de managers, ça va être le branding et les preuves sociales. Preuves sociales, ça va être essentiellement des témoignages, et le branding, c'est forcément comment vous vous mettez également en scène, que ce soit, que ce soit en termes de photos, en termes d'introduction, enfin voilà, en tout cas, qu'est-ce qu'ils vont avoir finalement pour se faire une première idée de savoir si vous êtes légitime ou pas
à occuper un espace managérial donc dans leur vie, hein, ben en fait, ça va être ce qu'ils vont pouvoir voir sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, et puis la qualité de l'annonce en interne qui peut être faite. Donc comment vous avez été introduit finalement en termes d'annonce. Et un point qu'on regarde assez rarement finalement là-dedans, mais qui est la façon dont tu te perçois, la façon dont vous percevez vous-même. On va y revenir dans tous les cas sur ce point. Voilà, en résumé, en fait, on peut déjà considérer que pour atteindre l'objectif d'asseoir sa légitimité, on va devoir vendre l'idée qu'on est la meilleure personne pour la mission en interne. Et parfois, en fait, pour un certain nombre de personnes, souvent les personnes qui veulent se réaliser eux-mêmes, eh bien, en fait, c'est parfois se vendre ou se racheter l'idée qu'on est également la bonne personne. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire avant le démarrage de la mission? Bon, on va peut-être attaquer directement par la partie qui serait peut-être le plus associé à la partie développement personnel, c'est tout simplement de considérer que la façon dont on se voit nous-mêmes, c'est la façon souvent on nous perçoit. Et si on ne se fait pas réellement confiance, pourquoi les autres le feraient? Donc, ce que je trouve assez intéressant ici à souligner, c'est que souvent on va parler même de syndrome de l'imposteur. Euh, il y a quelques semaines, non, quelques mois maintenant, j'ai assisté à une conférence où une personne comme une sommité dans le développement personnel à Québec disait, voilà, le syndrome de l'imposteur, en fait, ça n'existe pas. Finalement, la définition, c'est qui tu crois que tu es. Bon, je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça, mais on peut aller regarder un petit peu de plus près rapidement. C'est les personnes qui vont souvent avoir un problématique ou en tout cas on va dire ce syndrome pour généraliser, vont réellement prendre au niveau de leur responsabilité personnelle sur un résultat négatif, ils vont être plutôt dans la dépréciation. Ok, c'est je suis nul, ça va pas. Et au contraire, quand un résultat va être plutôt positif, la responsabilité elle sera externe, c'est-à-dire sera liée davantage à la chance. Et voilà, donc il n'y a pas une bonne perception au final de la valeur qu'ils peuvent apporter. Okay, c'est une dépréciation en fait qui est assez systématique. Quand ça marche, c'est les autres, c'est la chance, et quand ça marche pas, c'est moi. Ce qui amène finalement à une estime de soi qui est assez faible. Souvent en fait, quand on va échanger avec des personnes qui vont avoir du mal à s'affirmer de cette manière-là, le terme pas assez ceci, pas assez cela va revenir assez régulièrement. Ok, donc anxiété, honte, fragilité. Ça va amener finalement ce sentiment un peu d'imposture et d'illégitimité, hein, cette difficulté finalement à se réaliser pleinement. Alors du coup, quand on rentre dans un nouveau challenge ou une mission, avec forcément la culture du résultat qui va à côté, eh bien en fait, on risque souvent le surinvestissement ou le sous-investissement. Donc tout ça, c'est des modes qui sont largement perfectibles, où on peut manger moins d'énergie pour justement asseoir sa légitimité. Donc c'est un vrai travail, c'est pas ce qu'on va faire là aujourd'hui pendant ce webinaire, mais ça semblait important. Il faut quand même donner quelques leviers. Les premiers leviers, ça va être savoir aussi reconnaître ses propres accomplissements, sortir du regard des autres. Moi, j'aime beaucoup l'expression la vie des autres, ça n'est que la vie des autres, avec 2 orthographes, forcément, sur la vie. Se comparer à qui on était hier et non pas aux autres. Ok, est-ce qu'on est meilleur aujourd'hui que hier? Voilà, éviter vraiment le côté comparaison systématique. Soigner son dialogue intérieur vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens aussi qui peuvent un peu s'auto-flageller, être en perte de confiance complète, et en fait ça se voit à l'extérieur, ça se voit à l'extérieur, et donc c'est une trappe pour la légitimité perçue. Sur certains profils, on va remarquer aussi beaucoup un perfectionnisme, donc là on ne va pas rentrer dans le détail du perfectionnisme et comment tenter d'en sortir, mais peut-être juste déjà de prendre conscience en fait au niveau perfectionnisme du poids dans les résultats réels. Okay, l'idée c'est d'être sur un chemin finalement où on prend conscience en fait des choses, du pourquoi on réagit comme ça avant de perdre ses moyens finalement sur une prise de poste par exemple.
et apprendre à accueillir les avis bienveillants. C'est pas facile pour certains profils parce qu'on peut confondre ça des fois avec une forme de complaisance. Ok? Donc, finalement, partir du principe, si la confiance était davantage le domaine de la prédiction, on va prendre un scénario classique. Si on est nouvelle mission, quand on va rentrer en tant que manager de transition sur une nouvelle mission, c'est forcément des nouveaux enjeux. Et il y a une donne qui est partiellement connue, on va dire sur le terrain de l'humain essentiellement. Donc si on se laisse naturellement envahir par les incertitudes, les doutes, si on n'est pas hermétique un peu au regard des autres, à critique, possibilité d'échec, bah, rapidement ça va éclipser notre potentiel et notre capacité à relever des défis. Donc ça nous bloque aussi dans cette action, on perd confiance en nous, et puis ça se voit parce qu'il y a une légitimité perçue qui peut du coup être beaucoup plus faible. Et sur cette donne partiellement connue qui est l'humain, c'est normal, on n'a pas encore l'expérience, l'interaction avec ces hommes et ces femmes qu'on va sans doute rencontrer lors de notre onboarding, notre prise de poste. On en a rencontré certains, mais pas tous. Il y a des donnes de l'équation qu'on n'a pas. Et à contrario, sur d'autres domaines connus, là où vous avez l'expérience, vous êtes déjà passé à l'action sur un certain nombre de ces sujets-là, vous avez gagné en compétences naturellement, sinon vous ne serez pas là. Et cette compétence s'est transformée aussi en confiance, donc forcément légitimité perçue qui est plus forte. Donc si je prends rapidement ce schéma présenté différemment, sur comment dire, une donne inconnue, forcément on n'est pas encore passé à l'action, donc on n'a pas l'expérience, donc la compétence, confiance en soi, chez certaines personnes peut amener finalement à une légitimité perçue qui est plus faible. Et il n'y a pas de miracle. Je suis allé à la simplicité ultime, c'est que l'art, il est là dans la préparation. Si on ne peut pas passer à l'action sur cette expérience-là, on peut préparer. Donc on gagne un peu plus en expérience, et voilà, le schéma se déroule tel qu'il est présenté ici. Donc en fait, grosso modo, je prédis que je pose les bonnes actions, je gagne en expérience, puis en compétence, donc en confiance. Je me sens plus légitime, et ça se voit. Cette préparation, dans tous les cas de figure, sur un manager de transition, elle est déjà engagée sur le cahier des charges, la feuille de route de votre expérience professionnelle qui justifie le sujet. Vous n'êtes pas là par hasard. Ok ? L'idée également, c'est naturellement de s'assurer du message qui a été adressé aux collaborateurs avant votre arrivée. Ok ? En fonction des sujets, parce que là, vous avez des missions qui peuvent être sur un spectre relativement large, mais dans la grande majorité des cas, on va conseiller quand même une forme de transparence sur la raison, les objectifs et le positionnement dans l'organisation. C'est important parce qu'ici, on a clairement, sur la qualité de ce message, sur la coordination de ce message, une vraie trappe de légitimité, en fait, de perte de légitimité perçue, en fait, qui peut s'opérer. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est à engager en amont. Et une autre chose qui paraît basique, mais qui est tout aussi importante, en fait, c'est de préparer son pitch de présentation en interne. Pas deux fois l'occasion de faire une première impression. Pourquoi on dit ça ? Parce que c'est pas rare de constater qu'on va tomber sur des premiers pitchs d'intronisation où on va se satisfaire de l'autorité de statut et l'introduction finalement dans la mission peut se faire sur ma vie, mon œuvre, regarde mes muscles, j'ai tout vu, j'ai tout fait. Enfin, j'imagine que ça vous est tous déjà arrivé de rencontrer ce type d'individu, et peut-être simplement parce qu'ils n'avaient pas préparé, ou simplement parce qu'ils sont comme ça. La question est de savoir, avec un pitch comme ça, qui on peut attirer en termes de légitimité dans sa propre équipe ou dans la propre société. Puis de l'autre côté, on peut avoir des pitchs qui sont relativement fades, avec les informations, on va dire, génériques, titre, objectif, plan, cadre. Mais on a aussi de plus en plus qu'on observe des pitchs sur les prises de poste qui vont être davantage orientés sur les valeurs, qui je suis, pourquoi, la vision, et ainsi de suite. Et qu'on se le dise, certaines fois c'est pas digeste, parce que ça ne suffit pas non plus à positionner. Ça peut aider à créer du lien, de la proximité, mais sur la légitimité, on a encore besoin d'avoir un vrai mix des choses. Donc là, en fait,
Ça va dépendre vraiment ici de votre fonction, de la culture d'entreprise et autres. J'ai seulement mis quelques ingrédients. Proximité humaine, c'est un accélérateur de légitimité, si c'est bien maîtrisé. Donc l'idée, c'est pas raconter sa vie, mais probablement que savoir si vous êtes papa ou maman, vous vivez ici ou là, déjà ça rajoute une proximité qui font comme dit chic. Le nouveau manager, le nouveau CEO, le nouveau DRH, il est humain. Le titre avec le positionnement d'usage, parce que c'est très important, le cadre sur vraiment la transparence sur les choses, les valeurs. Alors, les valeurs, ça peut être les vôtres, ça peut être celles de l'entreprise. Le tout, c'est de s'assurer en amont, quand c'est possible, que vous n'êtes pas dans une société où les valeurs sont affichées sur une tasse ou un t-shirt et globalement sont pas du tout incarnées au niveau de l'entreprise. Comme ça, pour la petite anecdote, moi je connais des entreprises sur lesquelles j'ai eu le privilège d'intervenir où les salariés avaient fait des cagnottes à chaque fois qu'un manager prononçait les valeurs de l'entreprise, tellement elles n'étaient pas mises en vie et en mouvement au quotidien. C'est-à-dire une valeur a forcément ses traductions opérationnelles dans l'entreprise. Bien sûr, les objectifs, mais aussi vos objectifs et les objectifs. L'idée, c'est de tout dans le même bateau et mettre du sens. On va y revenir, ainsi que une action sur le premier périmètre, l'annonce d'un plan. Voilà. Ici, ça n'a rien de dogmatique, hein. C'est juste le fait de vous inviter pour plus d'efficacité à travailler votre pitch et à comment dire, tant que faire se peut, enrichir votre pitch en fait de proximité, d'humain, de sens et des éléments socles en fait qui permettent de donner quand même des repères à des repères. Donc, le démarrage de la mission. Ce qui est intéressant en fait, c'est de revenir rapidement, c'est que ce soit pour une continuité fonctionnelle dans votre mission, que ce soit une conduite du changement ou plus. Faut être légitime aux yeux des autres déjà pour gommer les peurs, obtenir le consentement, l'adhésion, fédérer, engager dans l'action, manager la mission la plus efficacement possible. Et on a une contrainte principale ici, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on a plutôt 10 jours que 100 jours pour prouver qu'on est la bonne personne pour conduire la mission à terme avec et peut-être pour les collaborateurs. Donc, pour faire un diagnostic, un rapport d'étonnement, un plan d'action, je ne vous apprends rien ici. L'idée ici, c'est vraiment de commencer à soigner réellement sa posture. Donc, moi, je vais vous proposer juste un petit jeu. Un petit jeu. Alors, je ne vois pas les commentaires, je vois que mes slides là à l'écran, mais on peut imaginer que vous êtes en haute montagne, vous voyez que le temps est en train de changer, et que là, il va être vraiment temps de trouver un refuge, mais vous êtes un petit peu perdu là dans tout ce changement. Et vous avez deux options. Vous croisez deux personnes. Vous croisez, premier lieu, un guide de haute montagne. En deuxième lieu, un touriste. Je ne sais pas, appelons-le Jean-Claude si vous voulez. Et ce qui serait intéressant, en fait, c'est de savoir lequel vous allez choisir des deux. Je ne sais pas, la question est peut-être un peu galvaudée ou convenue, mais je ne sais pas, Sophie, si tu peux recueillir les premiers commentaires, s'il y a un choix entre Jean-Claude on et... a Alain qui choisirait Jean-Claude. Je choisirais Jean-Claude. Parfait. Parfait. Pourquoi? Alors, on a quand même des options 1 qui arrivent. Ok. Mais je veux bien savoir pourquoi Jean-Claude. Ça m'intéresse aussi. Puis pourquoi peut-être, je sais pas, appelons-le Marc, peut-être le guide de haute montagne. Alors, on a option. Alors, Alain qui disait Jean-Claude est en train de taper là. Sinon, Corinne choisissait l'option 1. Gabrielle, l'option 1 aussi. Michel Verdun fait la remarque que la réponse est un peu pilotée. Ah, complètement. Je suis complètement d'accord. Elle est totalement pilotée. Pour une raison relativement simple, c'est que ça se veut être le plus représentatif également de, de ce qu'on peut constater ici et là, et dans les entreprises, ou tout simplement dans le bon sens pour sa survie ou son propre équilibre.
Moi, ce que je remarque souvent, c'est que quand on pose cette question-là, c'est souvent les termes chef de file, titre. On sent qu'il a déjà fait le chemin. Il utilise le nous plus que le je. Il semble comprendre en avance les évolutions possibles de la situation. Ici, ça pourrait peut-être la météo. On sait qu'il est là en cas de besoin. L'atteinte de l'objectif, clairement, n'est pas optionnelle. On rentre au refuge. On devine qu'il s'est déjà attaqué peut-être à des plus gros sommets. Il reste accessible pour ne pas se couper de la réalité des autres. Voilà, moi je vous fais juste un recueil là de ce que je peux récupérer comme ça ici et là quand on aborde ces thématiques euh, sur, euh, sur, les, euh, sur les managers de transition ou non dans les différents coachings qui sont souvent davantage en one-to-one. Mais voilà ce qui remonte le plus régulièrement. Donc grosso modo, l'idée ici, c'est de bannir tant que faire se peut la posture de consultant, hein, vous êtes leader avant tout, de réfléchir à agir en dirigeant, donc vraiment avec cette notion de vision, de cap en fait, hein, tracé, peut être modulable mais tracé, geler la notion de politique interne, et en ça on sait que sur le management de transition, c'est pas toujours facile, même si sur le papier ça a l'air. Focus et incarnation sur la feuille de route, donc vraiment cette culture de résultat. Faire preuve d'écoute active, on va vraiment revenir dessus parce que c'est vraiment la clé de voûte en fait hein, pour activer vraiment une légitimité perçue et pouvoir fédérer les équipes de façon plus rapide et éviter les raccourcis copier-coller, c'est-à-dire j'ai déjà fait ce chemin dans une boîte, je duplique. Et probablement que là, c'est une des erreurs les plus communes qu'on peut observer. Donc, 7 conseils pour développer sa légitimité rapidement, ça va être de savoir dire non, savoir écouter. Donc, on est vraiment dans le savoir-être. Dans le savoir-être, savoir dire non parce que c'est probablement la compétence la plus importante, j'allais dire, dans la vie, en tout cas en management. Ok, est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de mon objectif? La réponse par défaut, de manière générale, est non. Savoir écouter, on va y revenir. Bien sûr, agir, être efficace dans le domaine. Bon, ça va mieux en le disant parce qu'on peut toujours trouver des subterfuges, mais finalement, manager sans action, ça n'existe pas. Et la légitimité, elle vient avant tout du fait que vous êtes bon. Mais dans un premier temps, il va falloir le prouver parce que les gens n'ont pas encore constaté ou peuvent ne pas se satisfaire uniquement des preuves sociales ou de votre background tel qu'il a été évoqué tout à l'heure. Autre conseil pour développer sa légitimité, c'est pas de dépasser le périmètre du statut confié, ça va de soi, mais pour ça, il faut aussi le connaître, ce fameux périmètre, et la donne n'est pas toujours excessivement claire, c'est votre job d'aller l'éclaircir, et on va le voir aussi derrière quand il y a ces zones de flou. Et bien entendu, se connaître soi-même. Donc derrière cette notion de posture, je regarde l'heure, hop, euh, derrière cette notion de posture, ok, en fait, il y a définir un premier périmètre. Définir ce premier périmètre, en fait, ça va simplement vous permettre d'éviter de marcher sur les pots de banane qui consistent à cristalliser un gros volume de questions et d'attentes hors format sur un temps court. Si vous vous souvenez des premiers slides qu'on a vus avec les bulles, avec les gens qui étaient dans le fantasme, l'attente, qui vont se faire une opinion sur vous en fonction de comment vous allez réagir, vous n'avez pas nécessairement le recul, tout ça, ça vous tombe dessus assez rapidement. Donc l'idée ici, c'est de créer un sas et un premier périmètre pour éviter l'avalanche de ce volume de questions hors format. Vous aurez probablement autre chose à faire sur ces premiers 10 jours. Prouver qu'on sait où on va, hein, on suit plus facilement quelqu'un qui sait où il va, et se donner du temps pour ne pas griller les fondamentaux, de passer à côté des clés de compréhension mutuelle, donc, encore une fois, de légitimité perçue. Donc on parle d'écoute, de compréhension, vraiment c'est important. Ça va vous permettre aussi, une chose importante, c'est de repérer les premiers trappes de légitimité managériale qui peuvent s'inviter. Il y en a une qui arrive assez rapidement, en fait, c'est le fantôme bien-aimé.
l'ancien manager, ici il s'appelle Sabine, qui était super souple sur les horaires, très compréhensive. Avec Sabine, on faisait pas comme ça. Avec Sabine, on partait en week-end. Alors regardez, j'ai reçu un mail de Sabine, elle demande des nouvelles de l'équipe. Bref, c'est un fantôme qui est toujours dans le périmètre. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de constater que c'est pas toujours une mince affaire, mais dès lors qu'on va s'installer un premier périmètre bien calé, on va le repérer relativement vite. Et donc l'idée, ce sera bien sûr de marquer le changement, le dématérialiser, concrétiser le départ ou l'arrivée. En tout cas, on est un peu dans un schéma de deuil de l'ancien manager. Donc c'est toujours intéressant à ce moment-là d'être OK qu'après une phase de deuil, il y a une phase de déni et de s'intéresser aux autres étapes qu'il y a derrière pour trouver encore les leviers d'engagement existants et puis en mettre des nouveaux. Vous avez deux façons de le faire, soit un peu comme un sachet de thé, vous l'infusez, vous démarrez tout doux et ça monte, soit finalement vous pouvez aussi marquer le pas avec voilà, c'est moi le nouveau boss. Bon, après, ça peut résister davantage, hein. Donc voilà, je vais prendre deux choses régulièrement constatées, il y en a plus, mais voilà. Le concurrent, ok, c'est mon périmètre, les missions elles se recoupent, ça nécessite une clarification pour conserver une légitimité commune. Bon, ça c'est forcément aller au contact, et puis ça s'éclaircit aussi avec la hiérarchie. La suractivité, c'est une trappe que vous allez remarquer très rapidement, ou le sous-effectif, c'est grosso modo l'équipe elle est sous l'eau, et donc là finalement en fonction de votre type de management, c'est toujours pareil, hein, votre type de métier, il va falloir trouver où mettre le curseur et puis de se poser des limites, peut-être s'imposer de déléguer, c'est-à-dire est-ce que je retrousse mes manches avec l'équipe, je vais subir le flux au détriment de ma mission première? Est-ce que finalement je fais une cote mal taillée où je réserve quand même des espaces, j'éteins le feu avec l'équipe, mais je mets un espace dédié quand même pour pouvoir avancer vraiment dans cette prise de recul, peut-être la partie stratégie, encore une fois, ça va dépendre vraiment de votre poste. Mais voilà, le danger finalement, c'est que dès qu'on va rentrer finalement dans le dur du dur avec l'équipe pour éponger le flux, parce qu'on est en sous-effectif, rapidement, il y a d'autres types de contacts qui peuvent se nouer. Il y a certains managers qui vont très très bien s'en sortir et qui vont garder leur positionnement et leur leadership sans finalement rentrer dans, euh, dans les dérives du copinage ou leur dépositionnement, si je me permets l'expression. Donc voilà, en tout cas des trappes que vous pouvez retrouver. Puis rapidement, du coup, l'idée, à partir de ce premier périmètre, c'est que dans ce premier périmètre, vous allez créer du lien et du sens. Je dis souvent, avant un comment, il y a toujours un pourquoi. Donc l'idée ici, c'est de faire un audit, entre guillemets, humain, parce que la légitimité ou le sentiment d'illégitimité, c'est souvent vis-à-vis majoritairement des gens qui vous entourent, donc d'humains. C'est de partir d'un principe simple, c'est l'autorité de statut et de compétence ne suffit pas. Je voyais tout à l'heure dans les commentaires j'ai mangé le nom et je m'en excuse, une personne qui travaillait sur des équipes transverses. C'est encore plus vrai sur des équipes transverses. La légitimité de compétence, voire même de statut, ici, elle ne peut pas suffire. Pas de cohésion sans cohérence. Vous connaissez certainement cette phrase. Donc c'est on va où et pourquoi. Donc ça c'est important d'aller chercher de ce côté-là également. On va regarder et comprendre les leviers de motivation, les moteurs. Qu'est-ce qui met en mouvement les gens? Qu'est-ce qui met en mouvement les collaborateurs? Et soit on peut se satisfaire de ce qu'on nous a dit pendant les premiers rendez-vous avec l'entreprise, soit on peut aller le découvrir nous-mêmes, et dans tous les cas, la légitimité, elle passera par ce lien qu'on va créer. Donc pour ça, la recommandation, tant que faire se peut, en fonction de la taille des équipes, ça va rester quand même de l'entretien one-to-one, quand c'est possible. Et à ce moment-là, on parlait d'écoute tout à l'heure, et c'est un élément qui est capital ici, c'est d'être très au clair en fait sur le fait qu'il y a 4 niveaux d'écoute, et il n'y en a qu'un seul qui est de nature à asseoir la légitimité. Les deux premiers, l'apathie, qui consiste à négliger l'émotion de l'autre, et l'antipathie, contrer l'émotion de l'autre, c'est la voie royale en fait pour être certain ou certaine de ne rien comprendre à ce qui se passe.
c'est vraiment, et on le constate en entreprise. Donc ça c'est pas sur cette base-là ou cette qualité d'écoute en tout cas que vous pourrez asseoir votre légitimité. La sympathie, on en a parlé tout à l'heure avec ce qui peut être une dérive dans certains types de management qui est le copinage, c'est adhérer à l'émotion de l'autre, la faire sienne et s'arrêter là. Et, et voilà, être sympa, c'est pas un métier. Donc ça peut aider à faire passer des messages, mais c'est pas forcément la même chose. Et l'empathie, qu'on entend souvent à toutes les sauces, hein, c'est forcément comprendre l'émotion de l'autre et lui donner ce dont il a besoin. Voilà, c'est important quand vous avez une écoute active, une écoute empathique, de jamais oublier de donner des accusés de réception. C'est-à-dire même creuser, poser des questions qui aident à la réflexion, à l'explication, à donner du sens à la démarche. Et là, vous avez un outil qui est assez fabuleux également, qui est simplement le fait de reformuler pour s'assurer qu'on comprend. Ok. Et vraiment, dans ces entretiens-là, cette empathie, c'est une empathie tactique, mais cette empathie est très très importante pour avoir les clés de compréhension, de là où vous êtes, tout simplement. Parce que c'est derrière ça que vous allez avoir les clés du trousseau pour pouvoir vraiment avancer comme vous l'entendez. Je rappelle souvent, on a parlé tout à l'heure en fait que quelque part l'idée c'était de vendre qu'on était le fait d'être la bonne personne. Les gens achètent sur de l'émotionnel et justifient sur du rationnel. Ok. Donc là réellement l'émotion de l'autre, faut pas la rater. Bon, maintenant après, personne ici est un lapin de 3 semaines. On peut aussi se dire les choses. On n'a pas que des fans dès le début. Donc ici, vous avez deux cours. Vous avez un schéma avec les enjeux en bas, faible à élevé, et le pouvoir. Et en fait, on a simplifié ici, vous avez 4 types d'acteurs. Vous allez avoir des alliés, où là, finalement, il faudra les identifier. Les alliés avec les positions de pouvoir élevées en entreprise, généralement, vous en avez dès le démarrage. Il va falloir créer une première dynamique avec eux et aider à la communication. Okay. Aider à pousser certains messages. C'est vos potes, grosso modo. Derrière ça, en fait, vous avez les supporters, des gens qui ont peut-être moins de pouvoir, en fait, mais voilà, ils aiment bien ce que vous dégagez, ce que vous impactez, votre mission, ils l'ont compris, voilà, et il ne faut pas hésiter à s'appuyer dessus, à entretenir le contact, hein, c'est comme un réseau interne, comment dire, et les associer finalement, en fait, quand c'est possible. Ça peut marcher également sur du transverse. Ça dépend de qui ils dépendent. Est-ce que ça dépend aussi de vos alliés ou pas? Les je m'en moque, il y en a toujours hein, dans les sociétés qui finalement sont totalement indifférents à ce qui se passe. Si leur pouvoir est faible, finalement, tentez de comprendre leur position, vous battez pas contre des moulins à vent. Les mettre en mouvement se fera avec le temps, en s'appuyant sur les avantages qu'ils peuvent avoir dans l'avenir. On va y revenir également. Et il n'était pas mon pote, ça c'est top. C'est des gens qui ont peut-être un pouvoir élevé, mais alors ça s'appelle le concurrent qu'on a vu tout à l'heure, mais clairement en fait, faut pas rester bloqué sur opposition, surtout dans les premiers jours, dans les premières semaines de mission. L'idée, c'est d'avancer sans eux, et ça va réduire naturellement leur influence. Alors, il peut y avoir des trous d'air, hein, on ne va pas se mentir, mais quelque part, aller au conflit, est-ce que c'est la meilleure solution? Le dialogue, c'est toujours l'idée, hein, mais voilà. Ensuite, vous pourrez toujours les transformer en alliés quand, du coup, votre légitimité, elle sera prouvée sur les résultats à leurs yeux, ou tout simplement que le premier contact sera digéré. Alors quand on parle de donner du sens, en fait, c'est intéressant de regarder sur quoi on peut donner du sens. Il y a toujours pour le collaborateur, hein, pour lui, hein, quels sont ses intérêts. L'équipe, quels intérêts, quels avantages pour elle. L'entreprise, bien sûr, hein, quel lien avec les enjeux, son marché. Je vous laisserai finir la liste. Mais il y en a un dont on parle assez rarement, c'est le client. Quels sont les avantages et les plus-values? Encore une fois, en fonction de vos métiers, utilisez l'argument ou essayer de donner du sens sur les bénéfices de ce qu'on est en train d'engager
pour le client. Certaines fois, c'est plus compliqué, mais le client, c'est lui qui paye. C'est lui qui paye les salaires, c'est lui qui paye les charges. C'est plus facile, c'est souvent plus facile d'amener à trouver du sens et un terrain d'accord quand quand ça va dans le sens du client. En tout cas, voilà, c'est souvent le parent pauvre est souvent oublié des discours chez les managers qui veulent donner du sens, fédérer et dans les entretiens one-to-one pour essayer de construire une relation ou rénover certaines fois une relation. Donc on a vu la notion de posture, faire comprendre l'opportunité, définir un premier périmètre, donc cadrer le premier niveau d'attente, engager sur la création de liens, en créant un timing qui est vraiment dédié dès le début. Créer du lien, donc c'est vraiment le côté opération séduction, démonstration de légitimité par des questions et compréhension des leviers pour passer à l'action. Les questions, parce que souvent en fait, on a l'impression, ce que je remarque du moins, c'est que beaucoup de personnes vont en faire des caisses pour paraître comme légitimes. Mais réellement poser des questions ou déjà faire comprendre à la personne leur propre légitimité, vraiment rentrer en interaction avec les gens en les écoutant, font que c'est eux qui vont parler. Et rien que ça, aujourd'hui, c'est déjà un élément énorme qu'ils n'ont peut-être pas eu auparavant ou depuis longtemps, en tout cas dans un schéma qui peut être ouvert et co-constructif. Donc on parlait de vente tout à l'heure et moi j'aimerais juste prendre cet exemple-là, c'est que je vois également beaucoup de managers qui vont glisser sur cette peau de banane quand ils vont vouloir donner le côté vision ou le côté projet quand on va démarrer avec une équipe. Et certaines fois, on va tout de suite focuser sur le trajet. Et quand je parle de trajet, on va voir de quoi il s'agit, mais je voulais prendre un exemple qui est le suivant. Imaginez, vous souhaitez partir en vacances, ok? Et là, ici, on a la Martinique. La Martinique, pour vous vendre la Martinique, on va vous vendre nécessairement du soleil, du sable chaud, de la mer à 29 degrés. Peut-être nager avec des tortues à Anse du Four, peut-être aller découvrir la gastronomie. La gastronomie, si vous ne la connaissez pas, on va peut-être vous vendre les bénéfices en fait de revenir dans 15 jours ou 3 semaines avec le plein de vitamine D en pleine forme pour attaquer votre nouvelle mission. On va peut-être vous vendre le temps précieux en famille ou tout simplement avoir le temps de lire un bouquin ou les différentes choses sympas, les pôles d'attraction que vous pouvez avoir, les hotspots que vous avez tout autour de l'île. Voilà ce qu'on vous vendrait. Mais souvent, en fait, quand on est amené à vendre quelque chose, on vend davantage le trajet. Alors si là, je prends cet exemple-là, regardons le trajet, si on devait le vendre. Personne nous vend la galère de faire une valise avec des vêtements au cas où il fait froid, au cas où il pleut, voilà, avec le bon format, pas trop lourd. Si je ramène des souvenirs, blabla, vous connaissez l'histoire. Personne vous vend les bouchons interminables avant d'arriver à l'aéroport pour prendre le vol, ni la queue interminable avec des enfants, on ne sait pas s'ils ont des parents, qui crient comme ça dans les couloirs le temps que vous attendiez au dépôt de bagages. Non plus l'ergonomie des sièges pour vos genoux. Encore moins, je suis un pro de ça, je m'endors souvent sur les gens dans l'avion en fin de semaine. Encore moins la personne qui va prendre toutes ses aises dans l'avion, l'enfant qui pleure parce que finalement il était dans la file, mais il est peut-être juste à côté de vous dans le même compartiment de l'avion. La personne qui va baisser son siège, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Le super plateau repas, l'attente interminable pour récupérer les valises pour savoir si elles sont bien arrivées en Martinique et non pas en Guadeloupe. Et la récupération de la voiture de location pour éventuellement aller rejoindre votre Airbnb ou refaire la queue à l'hôtel pour le check-in. Personne ne vous vend ça. Et donc, quand on est amené à finalement vendre une destination à son équipe, c'est intéressant de d'abord peut-être faire rêver, plutôt que rentrer dans la notion tout de suite de trajet.
c'est-à-dire peut-être appuyer davantage sur les bénéfices cachés, ok, les résultats, les émotions qu'on peut ressentir. Si vous avez fait une bonne découverte de pendant vos entretiens one-to-one, ça va être plus facile d'aller appuyer là où ça donne envie sur la destination. Peut-être les contraintes évitées ou les fiascos évités. Et l'appartenance forcément également à certaines valeurs. A contrario, ben, si on vend que le trajet, les protocoles, les méthodes qu'on va utiliser, les process, les différentes contraintes, on va avoir moins de facilité à fédérer là tout de suite. Donc, appuyez quand même davantage sur la vente de la destination dans un premier temps. Vous aurez tout le temps derrière d'aller affiner en fait les différentes choses sur le trajet. Ça, c'est vraiment l'option, c'est vraiment la, la phase de toute votre mission finalement. Ok. Donc, si on veut vendre quelque chose, souvenez-vous de la Martinique. Souvenez-vous de la Martinique. Est-ce que vous vendez plutôt le trajet ou la destination? Puis, comme dans toute phase de prise de décision, vous allez être dans une logique un peu AIDA. Je vais la passer très rapidement. C'est d'abord créer de l'attention. On a dit vraiment créer du lien, une accroche en rapport avec la vie de l'entreprise, susciter de l'intérêt. Ok, c'est vraiment l'opportunité, c'est que le collaborateur, il se reconnaisse, ok, de décrire les avantages, parler des bénéfices, susciter du désir, c'est-à-dire arriver à le projeter à proprement dit, commencer à lever des freins à la solution. Ok, là on est vraiment dans une logique aussi de changement et forcément provoquer l'engagement. Quand je dis lever les freins à l'achat, là c'est vraiment l'achat de l'idée de la mission ou l'achat de l'idée aussi également de votre légitimité au travers de tout ça. Ok, donc voilà pour obtenir donc les 4 points qui me semblent importants dans tous les cas pour pouvoir asseoir quand même une partie de votre légitimité quand vous arrivez en mission. Et ici, donc, c'était le premier slide qu'on avait vu tout à l'heure. Phase 1, quand ils ne vous connaissent pas, les différents éléments extérieurs, donc preuve sociale, branding, votre CV, ainsi de suite sur LinkedIn, bien sûr, la qualité de l'annonce en interne qui aura pu être prononcée, puis encore une fois, comment vous percevez. Et en phase 2, toujours pareil, parce que ça c'est quelque chose qui s'entretient, c'est la façon dont vous vous percevez vous-même au travers de tout ça. Votre qualité d'écoute, vision, focus, on va vraiment être sur la partie finalement leadership. J'ai pas utilisé le terme de charisme parce qu'en fait, c'est un terme qui est souvent un peu fantasmé, on y met un peu ce qu'on veut, mais quelque part, on aurait pu appuyer là-dessus aussi. Partie diagnostic, audit et création d'un premier réseau interne, ok, ça c'est vraiment votre mise en place et la clé de voûte, ça va être réellement l'action. Derrière ça, avant de terminer, finalement, vous avez comment dire, d'autres trappes à la légitimité managériale qui vont s'inviter forcément sur le parcours. Là, on avait parlé des concurrents tout à l'heure, on avait parlé du fantôme. Bon, bah, ça peut être le copinage, ça va dépendre réellement de votre capacité ou votre façon de manager. Donc, pour pas perdre en fait le leadership, voilà, ça c'est une trappe qu'on voit souvent. Le faux plan, c'est-à-dire les moyens annoncés au démarrage sont pas au rendez-vous. Donc forcément derrière, ça va demander quelques ajustements. Vous aviez demandé du budget vous étiez parti sur le fait que vous alliez avoir du budget pour ça, du budget pour du recrutement, pour du développement ou l'achat d'un nouveau CRM ou peu importe. Et là, pas de rendez-vous, faux plan, pas le budget. Bon, nécessairement, ça peut vous mettre en discrédit au niveau de votre équipe. Donc probablement, toujours pareil, se rapprocher d'abord de la hiérarchie, c'est de comprendre et avant de revenir sur l'équipe, parce qu'on voit trop souvent des managers, transition ou non, qui vont prendre leur équipe à partie, ils vont être dans la justification à ce niveau-là, et là on démarre le jeu game over en termes de légitimité. Et le désaveu, c'est-à-dire une communication de décision que vous avez portée au niveau de votre équipe,
et une nouvelle décision contradictoire de la hiérarchie en connaissance de cause qui vient contrer votre communication ou votre décision. Donc là, toujours pareil, le dialogue. Le dialogue, ça reste la clé, mais voilà, il y en a d'autres, hein. Voilà. Dernière chose que je voulais vous communiquer, en fait, c'est qu'on observe de plus en plus aujourd'hui des difficultés managériales sur différentes générations, sur différentes catégories de personnes dans les entreprises. Ça dépend bien sûr de la culture d'entreprise, mais je pense que vous avez tous un point commun, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, vous avez vécu le confinement et ainsi de suite. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises en termes d'adhésion, en termes de valeur, en termes de sens, prend beaucoup de poids. Et pour les managers qui veulent vraiment je trouve que c'est vraiment intéressant de se pencher, si vous ne l'avez pas lu, sur ce bouquin-là de Frédéric Laloux sur les managements, les différents types de management, d'organisation, les organisations opales notamment, avec tout un volet sur l'autogouvernance. Quand je l'ai lu à la deuxième lecture, ce bouquin, j'ai vraiment pensé au manager de transition parce qu'il y a énormément de clés en fait qui peuvent être des accélérateurs quand on sait qu'aujourd'hui on est là, dans quelques mois on ne sera plus là, et pour pouvoir également en partie autonomiser son équipe et encore une fois, plus votre équipe va être sentir légitime dans sa tâche, plus vous serez aussi légitime à leurs yeux. Donc voilà dans les grandes lignes ce que je pouvais vous communiquer un peu au pas de course, je m'aperçois, aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. C'était très, très intéressant. Alors écoute, on a une première question sur la légitimité. C'est Alain qui la pose. Quelle légitimité ont les RH dirigeants ou autres sur notre efficacité opérationnelle, production, logistique, qualité? Je suis navré, je n'ai pas écouté la question parce que j'étais en train d'essayer de revenir à l'écran. Alors, je te disais qu'il y avait déjà une première question d'Alain qui demandait quelle légitimité ont les RH dirigeants ou autres sur notre efficacité opérationnelle, production, logistique, qualité. Mais je ne comprends pas la question. Je pense que c'est principalement peut-être que c'est Alain, tu es encore là, tu peux préciser ta question. Moi, ce que je comprends, c'est en gros quelle est la légitimité des RH pour valider ou pas l'efficacité de quelqu'un qui est en poste. Je veux bien que tu me fasses signe, Alain, si c'est bien le sens de ta question. La légitimité, il y a déjà la légitimité de poste, que ça confère en fait sur le pouvoir des RH traditionnels. Mais je crois qu'il faut que je m'hydrate en fait, parce que là j'ai fait un gros run sans. Oui, bois un verre. Alain, est-ce que tu veux que je t'invite sur scène, comme ça tu pourras poser ta question de vive voix à Nicolas, ce sera peut-être plus simple pour qu'on comprenne bien ton questionnement. Je suis navré Alain, il faut que je me déshydrate. En tout cas, la légitimité, elle est fonctionnelle. Elle est déjà, elle est déjà fonctionnelle. Ce que je comprends pas, c'est l'étendue du pouvoir, c'est ça? C'est le. Alors, apparemment, j'ai bien traduit la question. Je viens de voir. En fait, c'est, enfin moi, la façon dont je la comprends, c'est, enfin voilà, pourquoi les RH ont une légitimité à te dire si tu fais oui bien ou ton travail ou non, alors qu'ils n'ont pas forcément l'expérience dans le domaine, qu'ils n'ont pas forcément les diplômes qui vont pour exercer le métier, etc. Je pourrais pas répondre à cette question. C'est une question qui est politique quelque part. Ça va dépendre tellement en fait des systèmes d'organisation. Parce que sans vouloir froisser personne, j'ai pas non plus envie d'être consensuel. Il y a RH et RH. C'est-à-dire que d'une société à l'autre, les services RH peuvent être construits de façon diamétralement opposée, où du coup la légitimité, elle s'impose non pas de droit, mais de fait. C'est-à-dire qu'en fait,
le système RH se retrouve en légitimité 2 parce que tout le système d'information, il est au clair pour prendre, pour acter des décisions qui ont du sens. Mais dans certains cas, en effet, je comprends la réaction d'Alain sur le fait de se dire, est-ce que c'est légitime, quelqu'un qui ne connaît pas la spécificité de mon métier, de savoir comment le juger? Et certaines fois, oui, parce qu'il y a des bons et des mauvais dans tous les domaines. Voilà. Maintenant, après, c'est pour ça que j'ai opté pour une question, pour une réponse un peu joker au démarrage, en disant, bon, c'est conféré de droit parce que c'est le pouvoir qu'il y a avec. Mais voilà, c'est une question, c'est une très bonne question, mais qui nécessiterait peut-être un webinaire en entier où je ne suis pas sûr d'être la meilleure personne pour. Alors, bon, Alain te remercie pour cette réponse joker. Bien vu. On avait une question de Michel Verdun. Quels sont les critères à conserver en tête pour déterminer quand il faut partir, éventuellement avant la fin prévue de la mission? Le rapport avec la légitimité, je ne vois pas tout de suite. Les critères, moi qui suis un passionné, c'est déjà est-ce que ma mission pour moi elle est à terme ou pas à terme en termes d'objectifs? Est-ce que je prends du plaisir là-dedans? Est-ce que je suis toujours dans le contrat? Par contre, si après je n'ai pas l'adhésion de l'équipe, je n'ai pas les moyens, j'ai eu le système de communication hiérarchique qui va bien pour le faire savoir et que c'est lettre morte, à vous de savoir remettre le curseur et voilà, et, et de quitter quelque part. Ok, mais je pense qu'il y a, je pense que si la mission elle est timée sur, je sais pas moi, sur 18 mois et qu'au bout de 12 mois, vous estimez que vous avez soit fait le tour avec un certain succès, soit que vous êtes bloqué dedans et que vous êtes sûr d'avoir activé l'ensemble des leviers justement de communication hiérarchique, de mise au point et ainsi de suite, et que ça reste lettre morte et que vous savez qu'il vous reste 6 mois qui vont pas forcément être profitables ni pour vous intellectuellement, ni financièrement, ou même si c'est financièrement, comment dire, dans le côté accomplissement de la mission, bon, quelque part, quid, quoi. Merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes ensemble. Sinon, en tout cas, Nicolas, au nom de tout le monde, je te remercie pour ton intervention. C'était un peu au pas de course, hein. Je m'aperçois Oui, que j'ai parlé c'était super rapide, vite. c'était dense. Ah, Gabriele demande si on va avoir les slides, si les slides pourront être mises à disposition. Généralement, je ne les transmets pas, mais il y aura un replay où on peut faire des captures écran. Oui, effectivement, il y aura un replay dès la fin du Ah, webinaire. Il sera disponible en 5 à 10 minutes. ok, Donc, du coup j'ai dit il y aura un replay, je ne savais même pas. Donc, ouf, c'est bon. Alors, Michel Besson, la légitimité, elle vient d'abord de la direction générale ou de la direction X. J'appellerais plutôt crédibilité les risques que l'on a avec l'équipe. oui, bah, de toute manière, c'est deux sujets qui sont assez connexes, qui sont connexes. Michel, je suis d'accord avec lui. Et en même temps, dans le vocable ou dans l'usuel de tous les jours, en fait, on va parler de légitimité aussi d'un salarié vers un manager. Donc finalement, ça dépend où on met le curseur en termes de management et encore une fois du milieu dans lequel on est. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que manager, c'est servir. Donc forcément, à un moment donné, c'est au niveau de son équipe, bah, faut pouvoir se mettre le schéma qui va créer l'adhésion qui va bien. Donc, être crédible, derrière, ça entraîne une légitimité. Et en effet, après, les N plus 1 ou directement la direction générale ou X, comme dit Michel, bah, c'est là où il y a le tampon. Et on voit bien dans tous les cas que la plus grosse trappe en termes de légitimité perçue en interne, de manière générale, elle est souvent liée déjà, comment dire, peut-être au biais de cadrage, ok, biais cognitif de cadrage pour la façon dont on va amener en fait le collaborateur, mettre le collaborateur en avant dans le périmètre de sa mission au vu et su de tout le monde. Et ça, des fois, là,
ça c'est raté. Et donc en amont, c'est intéressant de s'y intéresser parce que on a plus de garanties quand même quand ça c'est bien fait dès le démarrage, d'aller chercher de l'adhésion, de la crédibilité derrière. Ouais. Alors, j'ai vu que Alain était en train d'écrire, que Michel est également en train d'écrire. Très bonne présentation. Merci Michel, très bonne question. Je vous renvoie à la chose. En tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui est, c'est un sujet qui est assez prégnant. Moi, pour être totalement transparent avec, euh, avec tout le monde dans ce webinaire, c'est des thématiques qu'on travaille souvent en one-to-one. Parce que derrière, en fait, quand on va parler de légitimité, ça vient souvent chercher les gens aussi dans leur passé, ok? Dans leur passé, de pourquoi ils ne se sentent pas légitimes, et ainsi de suite, parce qu'on est souvent on est souvent le premier goulot d'étranglement de notre positionnement ou de notre légitimité. Ça vient de nous souvent. Et ça, c'est difficile des fois à assumer sur le principe de responsabilité. Et quand on voit finalement les gens qui sont dans le syndrome de l'imposteur, systématiquement, comment ils réagissent par rapport au système de responsabilité, toujours extérieur, ou quand c'est positif et toujours quand c'est négatif, c'est toujours parce que c'est eux. Et on voit bien que c'est compliqué. Donc, ce qui est intéressant, souvent, c'est aller se projeter aussi, sur se dire, quand on souffre un peu de ça, c'est de se projeter vraiment un peu dans la meilleure version de soi-même, aller en fin de vie, et ainsi de suite. Comment je souhaiterais être et qu'est-ce que je dirais à cette personne-là? Voilà, quitte à se l'écrire, ok? Quitte à se l'écrire, tiens, je lui dirais si, ça, qu'il ne devrait pas se gâcher la vie avec si, ça. Il faudrait qu'il soit plus objectif, qu'il ait une vision erronée peut-être de sa réelle valeur. On parle d'estime, ok? Parce que là, souvent, on parlait de confiance, de crédibilité, de légitimité. Quelque part, c'est aussi la valeur, c'est d'être au clair sur la valeur qu'on s'accorde. Donc finalement, c'est à combien on s'estime. Ok. C'est toujours c'est la grande question, ça. Dans le monde académique et du travail, Oui, c'est mais assez compliqué. financièrement, mais aussi fonctionnellement, quoi. C'est vraiment ça le truc. Ouais. Bien, écoute, Nicolas, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On reste encore en ligne un petit peu pour si jamais il y a des questions. En tout cas, les personnes qui ont assisté à la présentation ont l'air de l'avoir apprécié. Donc, Super. bravo à toi. Oui, ce que je voulais dire, c'est que souvent on fait ça en one-to-one. Et en fait, l'exercice, pour être totalement transparent avec tout le monde, quand j'ai voulu faire quelque chose d'un peu générique pour Embarque, et générique, mais pas non plus, mais en ayant quand même quelques éléments concrets, pragmatiques, opérationnels, eh bien en fait, je crois que c'est un sujet qui se travaille souvent même en sur-mesure. Voilà, en fonction de qui est chacun. Voilà, en tout cas, c'est plus confortable pour moi. Voilà. Transparence totale. Peut-être que tu peux laisser ton adresse mail dans le chat si des personnes veulent te contacter. Ouais, bien Ça peut, sûr, bien ça peut sûr. être intéressant s'il y a des questions plus personnelles ou enfin des cas plus personnels. Et dans tous les cas, que ce soit sur la partie du pitch, que ce soit sur d'autres thématiques, comment dire, connexes. Comme je te disais, en fait, je te donnerai des codes spéciaux en fait pour la communauté Embarque, de façon à ce que si demain vous ressentez un tel ou tel besoin et que vous estimez que peut être la personne pour vous, eh bien en fait que vous passiez directement via les avantages Embarque directement parce que ça sera beaucoup plus intéressant. Et vu le travail que fait Embarque, c'est le minimum que je puisse faire. Bah, merci à toi. Bien sûr. Écoutez, bah, merci à tous pour votre présence. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous en cette fin de journée. Je pense qu'il n'y a pas plus de questions que ça. Donc, ça va être le moment de se dire au revoir. Merci beaucoup Nicolas de ta présence, de ta présentation et pour le code. Donc ça, je vous le transmettrai dans la journée de demain, si tu l'as demain. Sinon, dans la semaine, tu me diras. Je vais te dire ça ce soir ou demain. Ok. Ça marche. Parfait. Merci en tout cas pour l'accueil.
Et bah, de rien, c'était un grand plaisir comme la dernière fois. Au revoir, bah, Olivier, au revoir, Michel, au revoir, Gabriel et puis, à bientôt. Salut! Salut.